Bonjour à tous, mercredi 8 juillet, nous allons commencer le journal du jour par le débrief de la rencontre entre l'Argentine et l'Égypte, une rencontre qui a semblé être un ascenseur émotionnel en termes de résultats, mais finalement par rapport à la physionomie du match, je dois vous avouer que je trouve que c'était plutôt attendu, le fait que l'Argentine arrive malgré tout à l'emporter. Il faut quand même souligner ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, on va s'attarder là-dessus parce que ça confirme que ce mondial est riche en émotions. On parlera également de la rencontre entre la Suisse et la Colombie, qui a été nettement moins riche en émotions, qui a été un bon match, mais peut-être pas le plus spectaculaire du mondial, en tout cas qualification amplement méritée pour la Suisse. On évoquera ensuite la situation de divers petits entraîneurs, sujet club. On commencera avec Rosenior qui débarque du côté du Paris FC. On ira ensuite du côté d'un dossier Ligue 1, mais pas Ligue 1 en la présence de Moscardo, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et on clôturera avec Arbeloa qui n'est plus l'entraîneur de Real Madrid, mais qui a trouvé un nouveau point de chute en une vitesse XXL, en une vitesse record. Il faut saluer cette capacité à bien rebondir. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Mener 2-0 à la 67e et malgré tout sortir en étant éliminé sans même passer par la case prolongation, c'est l'exploit qu'ont réussi les Égyptiens face à l'Argentine. J'ai envie de dire absolument bravo messieurs, parce que vous vous êtes écroulés de manière absolument pitoyable. Alors je suis sévère, je sais, je suis taquin, j'exagère volontairement, mais finalement cette rencontre, elle nous prouve que l'Argentine est d'une très grande résilience. C'était un match qui a été dominé par les Argentins, même si le score laisse à penser que c'est une véritable remontada qui s'est déroulée, mais dominer n'est pas gagné, il fallait réussir à tuer le match. Les Argentins l'ont fait dans une rencontre qui va amener bien des commentaires. Ça a donc fait 3-2 pour l'Argentine, voici les compos qui étaient alignés. Messi buteur et passeur, et c'est assez marrant parce que symboliquement ce match il aurait pu être terrible pour Messi. Il a, pour débuter la rencontre, un penalty raté comme grand fait d'armes. Ce penalty raté, étant donné que c'est une victoire de l'Argentine, que Messi a fait un très gros match, on va totalement l'oublier, il ne sera pas dans les livres d'histoire de la Coupe du Monde. Mais imaginez un scénario où l'Argentine se retrouve éliminée, c'est la dernière Coupe du Monde de Léo Messi, on retiendra que pour sa dernière Coupe du Monde, l'Argentine sort en partie parce qu'il loupe un penalty. Mais le destin en a décidé autrement. Un très bon Alvarez également, même s'il n'a pas marqué. Paredes qui a été le véritable maître à jouer de l'Argentine, et Leandro Paredes c'est toujours un joueur qui me fascine. Sur un terrain, c'est un tracteur, mais alors pas un tracteur de compétition, hein, genre le vieux tracteur au fond d'un champ qui n'avance plus, et malgré tout il permet à son équipe de jouer en contrôlant le tempo du match, et sur les phases défensives, il a eu quelques interventions vraiment appréciables, dont une particulièrement spectaculaire, donc c'est vraiment un joueur qui me fascine. J'ai beaucoup de critiques à faire, mais j'ai beaucoup de louanges à faire également sur Leandro Paredes, et je serais presque tenté de vous dire, demandez à quelqu'un ce qu'il pense de Leandro Paredes, vous aurez une belle vision de sa perception du football. Martinez en galère en charnière centrale, Romero en héros, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'Argentine a mis 20 minutes à rentrer dans la rencontre. On peut dire qu'ils ont un petit peu galéré à tout de suite mettre l'intensité qui les caractérise. Le premier but d'Ibrahim est sublime, c'est une tête sur un centre giga lointain, et le deuxième but égyptien, il intervient sur une phase de contre bien menée par Mohamed Salah à la base, puis Hassan et Zico. Il y a le penalty raté de Léo Messi, et une fois qu'on en arrive là, ça va être un match à sens unique. Alors on peut toujours parler du fait que l'Égypte a parfois été dangereux sur ce début de match, sur quelques phases de transition, mais sinon la rencontre a vraiment été un martèlement argentin, et c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec le grand storytelling autour de la remontada. C'est qu'en fait le match il est amplement mérité pour l'Argentine. Ils ont beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus d'expected goals, ils ont beaucoup plus de tirs. Alors oui, McAllister est pas au niveau, oui, l'Argentine parfois est relativement épargné par les cartons, mais au cours de ce match, le Texier, arbitre français, hein, donc il y avait beaucoup de suspicions sur cette désignation, comme il y en a beaucoup du côté français sur le fait qu'on a des arbitres argentins pour France-Maroc, plutôt bien fait son taf. Moi j'ai bien aimé la prestation de Le Texier, donc en fait cette Argentine elle est surtout résiliente, c'est surtout une équipe de charbonneurs. Oui, il y a le talent absolument exceptionnel de Léo Messi, mais il y a une capacité à rester mentalement dans son match, et ça a fait extrêmement mal à l'Égypte qui n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout, et qui était relativement plus faible que cette Argentine. Mais au moment de parler du niveau réel de l'Argentine, de mon côté j'ai un grand point d'interrogation.
Je suis curieux de voir ce que ça a donné face à une équipe plus solide. Et justement, c'est ce qu'ils rencontreront face à la Suisse, qui est peut-être pas l'adversaire le plus prestigieux, mais qui est sans aucun doute l'adversaire le plus dangereux que les Argentins vont affronter depuis le début de la compétition. La formidable solidité des gardes suisses, apparemment, c'est quelque chose qui existe aussi dans le football. 0-0 mes qualifications aux séances de tir au but pour la Suisse face à la Colombie. C'était pas le match le plus spectaculaire du mondial, mais en attendant, il y avait quand même de la qualité technique. Il y avait une Suisse qui était extrêmement bien en place, sûre dans son football, et qui est un adversaire redoutable parce que, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas l'équipe qui a le plus le feu des projecteurs sur elle, mais c'est sans aucun doute un des footballs pratiqués les plus cohérents de cette compétition, et je suis assez satisfait de les voir passer face à la Colombie, même si encore une fois on aurait aimé un petit peu plus de buts. On aurait aimé un but au moins, tout simplement. Voici les compos alignés. Kobel, définitivement un grand atout pour l'équipe derrière la charnière Akanji, Elvedi, ça marche toujours aussi bien. Et de mon côté, je suis toujours amusé de voir Zakaria et sa polyvalence. Il joue ici latéral, mais à Monaco, on sait qu'on l'a vu milieu de terrain, on sait qu'on l'a vu défenseur central. Ça fait partie des atouts des joueurs expérimentés de cette équipe, et franchement, la Suisse, c'est l'incarnation même de ce que tu veux pas affronter dans un match qui commence à traîner, parce qu'ils sont extrêmement solides. Devant, c'est un petit peu moins spectaculaire, tu as une absence qui a pesé, c'est Manzambi qui est blessé, et franchement, il aurait apporté le supplément d'âme qui manque cruellement à cette Suisse qui a quand même galéré quand il s'agissait de produire des choses offensivement, mais ça a suffi face à la Colombie. Une Colombie qui a quand même des mérites, c'est pas pour rien qu'ils arrivent à faire un 0-0 et qui résistent durant les prolongations. Le milieu colombien très dense, très efficace, des phases de transition qui ont été également menées de façon intéressante, mais c'est pas un match où tu as eu 4000 occasions. Ça a été un match où tu as eu des changements de dynamique, parfois un petit peu de possession, de domination territoriale, parfois un petit peu plus de mouvement, sans dire que ça a été un match attaque-défense ping-pong d'une folle intensité, mais ça a été un match d'une relativement bonne qualité technique. Et puis si on regarde les statistiques, temps réglementaire et prolongation comprises, oui, on a très peu d'expected goals, c'est en la faveur de la Colombie, mais finalement la Suisse, il y a un très bon coaching, un très bon banc, c'est une séance de tir au but qui est très bien menée. C'est vraiment la formule carrée du début à la fin. Curieux de voir ce que ça donnera face à l'Argentine, mais c'est un match qui est loin d'être plié d'avance, j'en suis persuadé. Strasbourg, Chelsea et désormais Paris FC, ce sont les derniers clubs de Rosenior qui débarquent donc au PFC pour remplacer Antoine Comboiré. Le dernier entraîneur devait partir, on en a beaucoup parlé, c'est donc le choix de l'ancien de Strasbourg qui a été privilégié, et honnêtement je vois plutôt ça d'un bon oeil, même s'il faut avouer que j'aurais bien aimé voir Comboiré rester, mais vous avez compris que c'était visiblement pas une solution qui était possible du côté du club de la capitale. Alors, Rosenior, c'est un entraîneur qui va devoir regagner une cote de popularité en France parce que son départ de Strasbourg pour aller du côté de Chelsea a été très mal vu. Mais on va être honnête, l'organisation de Blueco, la maison mère qui a Chelsea, Strasbourg, etc., est telle que finalement c'était une possibilité bien réelle depuis le début, et que quand tu te vois proposer le banc de Chelsea, c'est le genre d'opportunité de carrière que tu peux pas refuser à la place de Rosenior, donc personnellement j'ai du mal à lui en vouloir. On peut se dire qu'il a fait un échec tonitruant du côté de Chelsea, mais Chelsea a broyé bien des entraîneurs et je suis pas sûr que le contexte soit très comparable avec celui du Paris FC. Donc moi, Rosenior, je l'évalue surtout à l'aune de ce qu'il a fait à Strasbourg. C'était peut-être un petit peu moins bien à certains moments, mais si on prend le bilan global, c'était super qualitatif. Donc c'est un bon entraîneur qui débarque du côté du Paris FC. Et en plus, c'est un entraîneur qui connaît la Ligue 1 et pas n'importe quelle Ligue 1, parce qu'on va parfois dire ça d'un technicien qui a coaché en Ligue 1 il y a une décennie, mais le football français, il a beaucoup évolué. Non, Rosenior, il était en Ligue 1 il y a quelques mois seulement, donc tu vas chercher un profil talentueux, tu vas chercher un profil expérimenté en Ligue 1. Le Paris FC est un projet que je trouve extrêmement intéressant, attrayant. Ils se sont pris une grosse baffe en première partie de saison dernière, je pense qu'ils en ont tiré quelques enseignements. J'aurais aimé voir Comboiré rester, mais quitte à devoir changer d'entraîneur, je pense que Rosenior est un bon choix.
Est-ce que vous vous souvenez de Moscardo au Paris Saint-Germain, les matchs qu'il a disputés avec le maillot parisien? Non, bah c'est normal, il n'en a jamais eu. En fait, il est arrivé en janvier 2024, ça commence déjà à faire pas mal de temps pour 20 millions d'euros, et il a eu un prêt à Reims, un prêt à Braga, et désormais vous pouvez ajouter à la liste un prêt à l'Espagnol Barcelone. Le mec est plus prêté qu'un briquet en soirée. Alors comment on en est arrivé là? Bah déjà, dès le départ, l'affaire Moscardo, elle puait un petit peu, parce que tu avais eu des révélations sur l'état médical du joueur, le fait qu'il avait finalement besoin d'être opéré. Il enchaîne avec un prêt à Reims où il a eu pas mal de soucis physiques, et finalement, il arrive à jouer du côté de Braga, donc c'est encourageant, mais quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain, quand tu te dis que désormais au milieu de terrain, tu as même Beraldo qui doit être compté comme un concurrent potentiel, ben forcément il n'y a pas de place. Et là, tu te demandes un petit peu ce que Moscardo fait dans l'effectif du PSG. D'où ce 3e prêt consécutif pour un joueur qui a jamais porté le maillot de l'équipe, c'est quand même une dinguerie. De mon côté, je vais pas le condamner en avance. C'est un joueur qui a un contrat encore long avec le PSG, vous le voyez jusqu'en 2028. Il a encore que 20 ans, donc faut pas être fataliste. Il est en train de retrouver du temps de jeu et se remettre sur les rails. Mais du côté du PSG, ça sent le joueur fantôme qui va passer toute sa partie de contrat, sa première partie de contrat à simplement être un lointain souvenir pour les supporters, ou plutôt un lointain souvenir de la news de transfert, mais de rien d'autre, vu que, je le redis, il a jamais joué avec le PSG. Tout est de sa faute et il s'excuse. Ah non, pardon, je suis tellement habitué à dire ça quand je parle d'Arbeloa et des news autour de lui, mais non, il est désormais plus au Real Madrid, il n'a plus à s'excuser pour tout et n'importe quoi. Il a un nouveau point de chute et il a atterri du côté de Fulham. On peut donc dire qu'il n'est pas resté au chômage longtemps, et l'ironie du sort, comme nous le rappelle le journal L'Équipe, c'est que pour son premier match avec sa nouvelle équipe, il affrontera Xabi Alonso. C'est aussi un ancien entraîneur du Real Madrid qui est parti dans des circonstances peu plaisantes, donc on peut dire que ça va être une sorte de rencontre des ex en première ligue où ils vont se dire on est peut-être un petit peu mieux avec ces équipes anglaises que dans le bourbier que représentait le fait d'entraîner le Real Madrid, tout prestigieux soit le Real bien évidemment. Alors Arbeloa, c'est quand même un coach qui n'a jamais eu la stature du Real Madrid, mais le Real Madrid c'est quand même un club qui a un sacré panier de crabes. T'as énormément de talent, mais c'est difficile de gérer le vestiaire, et je pense que c'est un poste qui correspond davantage à un profil très expérimenté comme Mourinho, comme Carlo Ancelotti auparavant, que pour un mec qui débute comme Arbeloa, qui évidemment n'a pas la stature de se faire respecter par ce vestiaire. Du côté de Fulham, il trouve une équipe anglaise typique, anonyme, mais quand même intéressante. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont abonnés au ventre mou. Cette saison, ils font 11e, en 2025, ils font aussi 11e, en 2024, ils font 13e, ils font 10e en 2023. En fait, depuis qu'ils sont revenus en Première Ligue, c'est simple, c'est l'équipe qui fait acte de présence, mais attention, avoir ça du côté de la Première Ligue, c'est pas comme avoir ça en Bundesliga ou en Liga, t'es déjà un club particulièrement puissant. Arbeloa va pouvoir coacher des joueurs intéressants, on a notamment Oscar Bob, l'ancien de City, qui a été recruté pour 31 millions d'euros le mois de janvier dernier, on a Kevin, oui le mec s'appelle Kevin, juste Kevin, recruté l'été dernier pour 40 millions d'euros, Basset, c'est un central gauche excellent dans son rôle de stopper, et beaucoup l'ont déjà remarqué. Donc je pense qu'Arbeloa a une belle occasion de briller, de montrer ce dont il est capable. Le Real Madrid, c'était clairement le mauvais endroit, le mauvais moment pour lui. Est-ce que ce sera un bon coach ou pas à Fulham? Personnellement, j'ai aucune conviction sur le sujet, donc je vais suivre ça avec intérêt. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, nous parlerons bien évidemment de la rencontre qui nous attend entre l'équipe de France et le Maroc, et c'est une rencontre qui est absolument exceptionnelle à ce stade de la compétition. Alors vous allez me dire, on est déjà en quart de finale, c'est déjà très bien d'aller en quart de finale, oui je suis d'accord, mais avec un parcours qui aurait été un petit peu plus favorable, moi ça m'aurait pas étonné de voir ces deux équipes accéder au stade des demi-finales, donc il y en a forcément un que je jugerais un petit peu déçu de sortir entre gros guillemets si tôt de la compétition. Je mets des gros guillemets parce que j'avais fait un tweet, on m'avait dit c'est pas tôt dans la compétition, effectivement, d'où les guillemets, c'est pour souligner que c'est tôt à l'échelle de ces équipes et de leur talent, mais que c'est évidemment pas tôt dans l'absolu. Bref, vous avez compris que j'apprécie beaucoup le Maroc. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que j'apprécie beaucoup l'équipe de France, ça va sans dire. Donc c'est un match que j'attends vraiment beaucoup et que je vais prendre plaisir à analyser en amont avec vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h. Kiffez bien votre journée. Journal sans mondial, sans match, journée sans match de mondial. Profitez-en pour rattraper du sommeil. De mon côté, j'en ai un petit peu besoin. Sur ce, salut.